Merci beaucoup pour cette invitation à présenter les résultats de cette recherche qui s'appelle Dépistes Covid. C'est une étude qui a porté sur l'évaluation d'une stratégie de dépistage du SARS-CoV-2 proposée par les équipes infirmières dans les services d'urgence d'Île-de-France. Donc, j'ai coordonné ce projet avec Anne-Claude Crémieux, Jérôme Le Goff et Tabassum Simon. Alors, je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer. Pour décrire le contexte de ce projet, il faut faire quelques pas en arrière et se situer juste après la première vague Covid en France. On était alors en cours de démarrage d'un projet qui s'appelle Dépiste VIH, qui portait sur l'évaluation d'une autre stratégie de dépistage dans le cadre de l'infection à VIH. Et en accord avec les équipes des services d'urgence, on avait décidé de démarrer le projet juste après avoir obtenu les autorisations, donc au cours de l'été 2020. Et finalement, on a revu l'organisation de cette recherche et on l'a transformée dans une autre étude qui est l'étude d'EPIS Covid. Alors, en lien avec plusieurs constats, d'une part que l'infection repartait et l'épidémie repartait dans d'autres pays, et il était évidemment probable que ça soit également le cas en France, et d'autre part, dans les services d'urgence dans lesquels on avait commencé la première étude, il y avait une certaine hétérogénéité dans les pratiques en termes de dépistage du SARS-CoV-2, avec certains centres équipés qui proposaient le dépistage et d'autres qui étaient moins équipés. Et donc, nous, notre souhait, ça a été de réfléchir à la proposition d'un dépistage dans ces services avec l'objectif d'évaluer le portage asymptomatique de l'infection, donc pour des patients qui ne présentent pas de symptômes, et le portage post-symptomatique, donc pour des patients qui ont une symptomatologie légère ou atypique de l'infection. Et lorsqu'elles sont non détectées, eh bien, ces infections, elles participent bien sûr à la diffusion de l'épidémie et elles contribuent de façon importante aux transmissions. Alors, on était à cette période avant l'arrivée du vaccin, avant la mise à disposition du vaccin qui a eu lieu en France à la toute fin de l'année 2020, avec une généralisation de l'accès au vaccin en mai 2021. Donc, nous, on était dans cette période de temps où il y avait des mesures barrières qui étaient possibles et imposées, notamment la restriction des déplacements ou restriction des rassemblements au moment des pics. Également, l'incitation à porter le masque, incitation à réaliser le dépistage. Mais au final, on était relativement démunis face à l'infection, avec bien évidemment les conséquences qu'on connaît. Alors, il y a eu un certain nombre de campagnes de dépistage pour la population asymptomatique qui ont été conduites en France, mais aussi à l'étranger. Et ce qu'il faut noter, c'est que globalement, ces campagnes, elles ont été très peu documentées. Donc, on a peu évalué l'intérêt et le bénéfice de conduire ce type de démarche de dépistage. Et puis, il y avait un autre point qui était important. Les résultats étaient assez mitigés puisqu'il était difficile d'atteindre les personnes avec un plus faible niveau socio-économique, globalement des personnes plus vulnérables, qui sont avérées, et ça on l'a vu très tôt dans l'histoire de l'épidémie, très exposées, donc plus de facteurs de risque d'exposition et souvent moins dépistés. Alors nous, notre souhait, à partir de cette base, c'était donc de proposer une intensification du dépistage dans les lieux de soins, et en particulier dans les services d'urgence pour capter ces patients qui pourraient ne pas être dépistés, et avec l'objectif d'une part de réduire les transmissions, donc de participer au contrôle de l'épidémie, et puis d'autre part d'évaluer le rôle d'observatoire des services d'urgence lors d'épidémies émergentes comme celle-ci. Alors bien sûr, on avait en tête que les conditions sont très contraintes dans ces services. Elles l'étaient d'autant plus à cette période de temps. Donc notre objectif, c'était vraiment de réaliser une évaluation robuste pour évaluer l'intérêt de conduire ce type de stratégie en regard de la mobilisation des ressources et de la réalisation des tests. Alors, à partir de ce moment-là, lorsqu'on décide de faire ce changement et cette réorganisation, on rentre dans un paysage de haute montagne en étant sur une ligne de crête, puisqu'on a une épidémie qui fluctue très vite. Il y a le vaccin qui est attendu, mais on ne connaît pas sa période de disponibilité. Et puis, pour obtenir des autorisations dans des délais relativement courts, il nous faut obtenir le label priorité nationale, qui est un label qui permet de bénéficier d'une sorte de circuit court pour pouvoir avoir l'autorisation, par exemple, du comité de protection des personnes.
On obtient ce label à la fin de l'année 2020, le 21 décembre 2020 pour être exact. Et puis le 4 janvier, le CPP nous envoie une première liste de questions et on a un temps d'échange avec l'obtention de la validité un avis favorable du CPP qui a été obtenu le 11 février. Et là, dans un délai très court, on démarre cette étude dans plusieurs services d'urgence. Donc, quelques jours après, 6 jours après, le 17 février, il y a les premières inclusions qui ont lieu dans le service d'urgence de la Riboisière. Alors, évidemment, on a une période où il y a une très grande sollicitation des équipes cliniques, mais aussi des équipes de recherche, parce qu'il y a beaucoup de projets de recherche qui sont en cours. Et donc, bien sûr, je tiens à souligner le grand dynamisme et vraiment la proactivité des équipes pour participer à ce projet, d'une part dans les services d'urgence, mais aussi dans la structure de recherche qui a accompagné ce projet, l'URCEST, et en particulier citer Sarah Sali, Laurence Bérard, et puis pour la DRCI, Fatia Djenaoui, qui ont été des actrices indispensables pour ce démarrage éclair. Alors, dans cette diapo, un pic que je n'ai pas représenté, qui est un pic attendu dans le cadre de tout projet de recherche, c'est la toute dernière étape qui est l'étape de publication, mais on pourra peut-être y revenir. Alors, notre objectif dans le cadre de cette recherche, c'était d'évaluer donc le gain, de le quantifier, d'évaluer le gain d'un dépistage qui combinait d'une part la participation des infirmiers avec la proposition d'un questionnaire qui nous permettait d'identifier les patients donc sans symptômes ou des patients avec une symptomatologie légère, et de combiner cette proposition à la pratique habituelle. Et le temps de mettre en place ce projet, la pratique habituelle, elle s'était relativement organisée et structurée avec la proposition systématique, bien sûr, d'un dépistage aux patients symptomatiques, et d'autre part, une systématisation aussi de la proposition pour les patients qui allaient être hospitalisés. Donc nous, notre étude et l'ajout de la recherche concernait vraiment les patients pris en charge dans le cadre ambulatoire, et donc voilà, avec sans symptômes identifiés pour l'infection. Et donc on va comparer cette combinaison à un temps où on n'intervient pas dans la pratique et qui est donc une période contrôle, avec un critère qui est une proportion de patients nouvellement diagnostiqués positifs parmi un flux de consultants dans les services d'urgence. D'autres objectifs secondaires sont proposés et sont listés pour les principaux dans cette slide. Il y a notamment de comparer la proportion des patients qui sont nouvellement diagnostiqués avec la proposition des infirmiers à une population similaire dans la région Île-de-France, et puis d'autres critères relativement attendus en termes de faisabilité du dépistage, de description des patients qui sont qui sont testés puis nouvellement diagnostiqués. Puis enfin, un dernier point qui a été construit en collaboration avec Vittoria Colisa, qui est une chercheuse de l'équipe Sumo UPLEPS, équipe à laquelle j'appartiens également, et on a souhaité comparer les estimations faites dans les services d'urgence aux prédictions d'un modèle qui avait été développé pour pouvoir évaluer l'incidence régionale en Île-de-France pour les infections SARS-CoV-2. Alors ici, vous avez le calendrier effectif de la recherche avec, donc en termes de méthode, la proposition d'un essai dit randomisé en cluster et crossover. Donc c'est un essai avec un tirage au sort à l'échelle des centres. Vous avez sur l'axe des ordonnées l'ensemble des services qui participaient à l'étude, et puis pour chaque ligne, la réalisation des 2 temps. Et ce qui est tiré au sort dans le cadre de ces essais, c'est l'ordre par lequel le service va commencer. Donc soit la période contrôle en bleu clair, soit la période avec intervention qui est représentée ici en bleu plus foncé. À cette même période de temps, nous avons, je suis passée un petit peu vite, ça sera juste après, pardon, pour répondre sur l'efficacité de notre stratégie de dépistage, on avait fixé un seuil qui était une certaine augmentation, voilà, pour quantifier cette efficacité au regard de la mobilisation. On attendait un certain niveau de patients nouvellement diagnostiqués. On devait prendre en compte des corrélations qui sont attendues dans le cadre de ce type de design, et on aboutissait à la nécessité d'inclure 104 000 consultants. Vous verrez qu'on a inclus un tout petit peu plus de patients. Et c'est ce flux de 104 000 consultants correspondait à une période de 2 mois dans chaque service de l'étude. Alors, si on juxtapose à ce calendrier effectif de la recherche le taux d'incidence observé dans la région pour une population adulte, on voit assez clairement qu'on se situe au moment d'un pic, donc au moment d'une vague. Là, c'est la 3e vague de l'épidémie en France qui est due au variant alpha, avec pendant la même période de l'étude un
une période de confinement qui est imposée entre début avril et début mai. Alors, 18 services d'urgence de l'étude acceptent de participer. 13 d'entre eux sont des centres APHP. Et vous avez dans cette diapo la répartition au sein des départements. Et donc, ça correspond à 5 départements de la région qui sont concernés par la recherche. Alors, je passe maintenant aux résultats. Pour chacune des périodes de l'étude, il y a environ 69 000 patients qui ont été inclus. Donc, vous voyez qu'on a un petit peu dépassé le calcul de taille d'échantillon qui était de 104 000. On a environ 140 000 patients au total qui ont accepté de participer. J'ai mentionné ici l'entrepôt de données de santé parce qu'il nous a permis de récupérer pour les centres APHP les flux de patients qui consultaient dans les services d'urgence et puis aussi de présenter les caractéristiques de base comme on le fait pour les publications. Je vais présenter maintenant la réalisation de la recherche selon chaque période. Si on commence par la période contrôle, il y a environ 18 500 patients qui sont dépistés en pratique habituelle, donc encore une fois réservés aux patients clairement symptomatiques, aux patients hospitalisés, et une partie d'entre eux, donc 3 445 patients, sont des patients qui ont des tests positifs, donc ça correspond à environ 18% des patients qui sont testés. Parmi ces patients, il y a eu un travail rétrospectif sur dossier pour identifier les patients qui connaissaient déjà leur statut. Bien sûr, l'intérêt de la recherche, c'est d'évaluer les découvertes. Et donc, il y a une partie des patients qui sont dépistés qui sont dans 39% des cas, des patients qui connaissent déjà leur statut. Alors, c'est principalement le cas pour des patients qui vont être hospitalisés et pour lesquels il y avait souvent un travail de confirmation du statut avant l'hospitalisation. Si on passe maintenant à la période avec intervention et proposition du questionnaire par les infirmiers, puis proposition d'un test de dépistage, il y a une proposition du questionnaire à environ 6 500 patients. Une grande majorité d'entre eux a accepté de compléter et une grande majorité encore a une proposition de dépistage par les infirmiers. Alors, une partie d'entre eux, 1558, donc environ un quart, ne souhaitent pas réaliser le dépistage. Là, on est sur des proportions qui sont assez attendues dans le cadre de ce type de stratégie de dépistage. Les patients, pour différentes raisons, ne souhaitent pas donner suite. Et au final, 4 283 tests de dépistage sont réalisés par les infirmiers, la grande majorité étant des tests RT-LAMP, qui sont des tests qui étaient réservés aux patients asymptomatiques, et puis les autres tests sont des tests de PCR multiplex pour les patients post-symptomatiques. Parmi ces patients, 248 sont des patients qui s'avèrent être positifs, et puis une petite proportion sont des patients qui finalement connaissaient déjà leur statut. Alors, dans cette période de temps, on va aussi évaluer la pratique habituelle. Donc, il y a environ 17 500 patients également qui sont testés en pratique habituelle et 2 900 patients s'avèrent être positifs. Vous voyez que là, il y a un taux de positivité qui est un tout petit peu inférieur à ce qu'on a pu observer pendant la période contrôle. En revanche, il y a un nombre de patients qui connaissent déjà leur statut qui est un peu plus élevé. On est à 43,7%, alors que tout à l'heure, on était à 39%. Donc, voilà pour les résultats pour la période interventionnelle. Pour répondre à notre question qui est quelle est la comparaison, enfin quelle est la différence entre nos deux groupes, on obtient ces résultats. 2084 patients sont nouvellement diagnostiqués sur le flux aux urgences pendant la période contrôle et on compare cet effectif à 1859 patients nouvellement diagnostiqués pendant la période d'intervention sur un flux de patients ayant consulté aux urgences. Alors pour la modélisation, on a intégré des variables qui sont imposées par la structure de l'essai, donc le design de l'essai, avec notamment un effet centre qu'il faut prendre en compte, un effet période. Et puis, on avait discuté du plan d'analyse statistique avec Caroline Ming, qui est une des spécialistes des essais en cluster de l'Université de Birmingham. Et on avait prévu une certaine fluctuation dans l'épidémie. On l'avait aussi intégré en amont dans notre plan d'analyse statistique, ce qui a été effectivement fait. Et vous obtenez ce résultat qui est un risque relatif qui est légèrement supérieur à 1. En revanche, vous voyez que l'intervalle de confiance à 95% comprend la valeur 1, donc ça va de 0,94 à 1,11. Pour
le dire de façon plus claire, on a avec ce résultat la possibilité d'avoir une augmentation de la proportion de dépistage et de patients nouvellement diagnostiqués qui peut aller jusqu'à 11%, mais ça inclut aussi une diminution. Et donc, dans ce cadre, on conclut qu'il est peu probable que notre stratégie de dépistage ait conduit à un effet et un réel bénéfice sur l'identification de nouvelles infections. Alors, d'autres objectifs secondaires maintenant. Donc, on a comparé les proportions de patients qui avaient été diagnostiqués et dépistés via la participation infirmière à une proportion de patients asymptomatiques dans la région Île-de-France. Et on a des résultats qui sont légèrement supérieurs pour la population qui est dépistée dans les services d'urgence. Alors, évidemment, ce sont des éléments qu'il faut prendre avec prudence puisqu'on a des volumes qui sont extrêmement différents. Mais ça nous amène à penser qu'on a sans doute touché une population plus affectée, et on va le voir, c'est aussi une population qui s'avère être moins dépistée, moins testée. Ils avaient eu moins recours aux tests avant le passage aux urgences. On a comparé ces résultats aux estimations avec le modèle mathématique, et globalement, on a des estimations qui sont compatibles, ce qui nous amène à penser et à conclure qu'on a des observations dans les services d'urgence qui peuvent être un appui dans le cadre d'estimation de l'incidence régionale, par exemple pour une épidémie comme celle-ci. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Je vais passer peut-être maintenant un peu plus vite sur les critères secondaires. On a aussi bien sûr regardé les facteurs qui étaient associés avec le fait de réaliser le test, ou les facteurs qui étaient associés au fait d'avoir un nouveau diagnostic. Et on a des éléments qui sont relativement connus dans le cadre de l'épidémie. Et pour les patients qui sont nouvellement diagnostiqués, on identifier le fait qu'on a touché aussi des patients qui n'avaient été que peu touchés auparavant, que peu dépistés, pardon, et peu testés auparavant. Pour des aspects assez descriptifs, on a aussi fait un travail d'évaluation des volumes de consultations dans les services d'urgence qui sont représentés en bleu pour l'année 2021 au cours de l'étude d'EPIS-Covid à une période pré-Covid. Donc là, en 2019, avec une évaluation des flux pour une même période de l'année dans les mêmes services d'urgence. Et on va se retrouver, donc là, c'est pour l'ensemble de la région Île-de-France. On voit clairement qu'on a un volume de consultations qui est moindre, et puis sans doute une cassure, en tout cas une chute qui est un petit peu plus importante des nombres de consultations pendant la période de confinement pour l'année représentée en bleu en 2021. En termes d'éléments de discussion, donc la participation des infirmiers et la proposition de ce dépistage, elle a conduit à un certain nombre de patients nouvellement diagnostiqués, donc un peu plus de 220. En revanche, au niveau du résultat principal, on a conclu qu'il était peu probable que l'intervention ait eu un bénéfice substantiel. En revanche, on a pu noter donc, dans cette étude qui impliquait beaucoup de services, qu'il y avait une importante participation des équipes pour les différentes étapes de questionnaire et de dépistage, et avec des proportions qui étaient très proches de ce qu'on avait pu observer dans le cadre d'autres études. On a beaucoup travaillé auparavant sur la question du dépistage de l'infection à VIH, et globalement, on avait des taux de proportion de dépistage qui étaient extrêmement proches. Alors qu'on le sait, là, on était dans une période extrêmement complexe post-première vague, avec des équipes qui étaient très contraintes. Et des conditions de travail surtout très contraintes. L'autre point qui est intéressant, c'est qu'on a pu toucher avec cette stratégie de dépistage sans doute une population qui est plus affectée et qu'on aura du mal à capter avec les autres dispositifs de dépistage plus généraux. Alors, si on souhaite comparer ces résultats à des évaluations similaires dans le cadre des services d'urgence, on n'a pas d'études très proches, puisque les principales études qui ont été nombreuses, elles portaient non pas sur la population asymptomatique ou post-symptomatique, mais principalement sur la population symptomatique hospitalisée. Il y avait aussi beaucoup d'études de modélisation et d'évaluation de performance diagnostique. Donc, si on peut se comparer, on peut regarder ce qui a été réalisé en termes d'évaluation du dépistage dans le système communautaire, donc en dehors de l'hôpital. Et là, encore une fois, au final, on va retrouver très peu d'études comparatives avec des designs robustes. Quand c'est le cas, et là, je cite 3 références dans 3 pays différents,
on a des résultats qui sont encourageants avec une diminution de la prévalence qui a été observée, une diminution des transmissions, voire une diminution des hospitalisations en lien avec la Covid. Et ça a été le cas notamment à l'échelle de pays comme la Slovaquie, mais aussi à l'échelle de villes en Angleterre. Il y a une ville à Liverpool avec une étude intéressante qui montrait que qu'une diminution des hospitalisations en lien avec la Covid était observée après une grande campagne de dépistage général. Alors bien sûr, ce travail présente des limites, hein. Vous l'aurez compris, il y a une évolution très rapide de l'épidémie associée à donc une troisième vague et à une période de confinement. Ce sont des éléments qui ont sans doute pu être imparfaitement captés et pris en compte par le modèle. D'autre part, il y avait une activité de diagnostic de routine dans les services d'urgence qui était extrêmement élevée au moment où on a démarré la recherche. Donc environ un quart des consultants étaient systématiquement dépistés. Et enfin, autre élément important, l'organisation et le recours au dépistage avaient aussi largement changé avec beaucoup de dispositifs en extra-hospitalier qui étaient disponibles. Et donc, l'ensemble de ces éléments a sans doute contribué à ce qu'on ne puisse pas observer ou en tout cas que ça puisse réduire l'impact de notre intervention. Alors, au final, vous le savez, il y a eu des activités de dépistage et des recours au dépistage qui ont été extrêmement nombreux au cours de cette épidémie. Mais dans l'ensemble, ce qu'on a souligné, c'est qu'ils ont été très peu documentés, avec encore une fois peu de design comparatif, alors que ce sont des bases qui sont indispensables pour qu'on puisse aller vers des actions efficaces ou coût efficaces. Alors, le volet coût n'a pas fait partie de notre recherche, mais c'est un élément qui aurait pu être très intéressant. Et dans cette perspective, nous, on continue à travailler sur la compréhension du rôle d'observatoire des services d'urgence, avec sans doute des leçons qui peuvent être attirées pour d'autres épidémies émergentes ou pour d'autres questions de santé publique. Alors, je souhaite remercier vivement l'ensemble des contributeurs de cette recherche, bien sûr les patients, l'ensemble des équipes des services d'urgence, des équipes de virologie qui ont été extrêmement impliquées et l'ensemble du comité scientifique et puis des acteurs de la recherche qui ont vraiment permis que ce projet puisse être réalisé dans ces conditions spécifiques. L'étude, là, qui est une étude à promotion à PHP, a fait l'objet d'une valorisation avec une publication en décembre de l'année dernière. Et si j'ai encore la possibilité, je voudrais utiliser les quelques secondes qui me restent pour élargir un petit peu le propos, en soulignant également que ce projet a pu avoir lieu et pu voir le jour grâce au soutien d'une fédération hospitalo universitaire qui s'appelle la FHU IMPEC, qui est portée par Jonathan Freund et qui rassemble l'ensemble des services d'urgence en Île-de-France, mais aussi au-delà, et qui est un socle vraiment très utile et fédérateur pour pouvoir conduire des projets. Et là, ce que je représente dans cette diapo, c'est les projets qui impliquent les professionnels de santé au sens large, donc principalement des projets de recherche en soins, des projets qui portent sur des thématiques qui sont les nôtres, notamment au niveau infirmier dans les services d'urgence, avec des thématiques très diverses, notamment l'évaluation du dépistage de la consommation tabagique, dépistage des violences conjugales, également des évaluations, notamment de la prise en charge de la douleur dans ces services d'urgence. Et puis, si j'ai la possibilité, je voudrais également élargir et après j'arrête. Je voulais juste vous dire que pour l'instant, on n'a pas de questions, donc vous pouvez utiliser le temps qui vous reste justement pour parler des axes de soutien qui sont assez importants et qui ont complètement leur place dans ce webinaire. Donc je vous laisse, vous avez vraiment du temps. Voilà. Très bien. Donc oui, je profitais de la présentation sur cet exemple d'une étude portée, vous l'aurez compris, par une infirmière et sur des sujets infirmiers, et puis voilà, avec une contribution d'équipes infirmières en première ligne. Hein, une majorité d'entre eux étaient auteurs de la publication et impliqués pour l'ensemble des étapes de la conception à la réalisation jusqu'à la valorisation. Et donc, j'ai rappelé l'aide vraiment très, très indispensable d'une structure comme la FHU. Et je voulais, pour conclure, rappeler qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui sont disponibles, alors qui sont propres à la PHP, mais qui sont aussi en dehors de la PHP et qui peuvent soutenir des professionnels de santé qui ont envie de s'investir dans ces démarches de recherche, qui sont souvent pour lesquels l'exercice de recherche est généralement nouveau, ou en tout cas un des premiers. Et on a maintenant un certain nombre de ressources. Alors, je cite dans cette diapo quelques leviers
pour pouvoir être soutenu sur un plan financier. C'est par exemple le cas de l'appel à projet APHP-MSD. Pour pouvoir réaliser un cursus doctoral, c'est par exemple le cas de l'appel à candidature doctorat APHP, et puis d'autres formes de mobilisation, de valorisation de ces projets. Et bien sûr, c'est un incitatif fort, ce que je souhaite faire maintenant, pour qu'on soit nombreux à se saisir de nos sujets, qu'on participe à l'évaluation de nos pratiques, avec la possibilité de solliciter des interlocuteurs comme les coordonnateurs paramédicaux de la recherche. En dehors de l'hôpital, il y a aussi progressivement des enseignants-chercheurs dans un certain nombre de sections qui sont vraiment des sections qui sont réservées pour les professions du soin, les professions paramédicales. Et donc, ces interlocuteurs peuvent être contactés pour passer les différentes étapes que j'ai présentées, notamment le call final, dont je n'ai pas reparlé, mais qui est l'étape de la publication avec une mobilisation qui est importante et pour lesquelles ces étapes nécessitent d'avoir un soutien appuyé. Donc voilà, pour qu'on puisse réfléchir et améliorer nos soins de demain, se saisir de cet exercice de la recherche est sans doute indispensable et largement soutenu dans nos institutions. Merci. Merci beaucoup, Judith. En effet, c'est vrai qu'il était important de prendre le temps de parler des dispositifs qui sont mis en place à la PHP pour soutenir la recherche en soins. On a une question de Mariana qui vous demande si vous avez d'autres sujets de recherche d'autres projets de recherche sur le sujet, et si vous, du coup, vous allez poursuivre justement, notamment en rapport avec les discussions. Oui, merci beaucoup pour cette question. On a, depuis quelques années maintenant, conduit un certain nombre de projets qui portent sur des axes de prévention et de dépistage. À mon sens, ce sont vraiment des axes qui rentrent pleinement dans nos missions au niveau infirmier et qui sont de façon assez générale, assez peu quantifiées. Alors, ça reste complexe d'évaluer des actions de prévention puisqu'il faut estimer des infections évitées ou voilà, un certain nombre d'éléments qui ne se produiront pas. Donc, ça repose sur des démarches qui sont sur un plan scientifique à développer et à élaborer. Et donc, pour répondre clairement à la question, actuellement, on travaille sur un projet qui est encore à l'étape de soumission. Donc, on attend les retours, mais pour évaluer des stratégies de dépistage qui seraient pertinentes dans le cadre des services d'urgence, en particulier pour les questions d'infection à VIH et des IST au sens large, parce qu'on sait que voilà, il y a un certain nombre de questions de santé publique et d'enjeux de santé publique sur ces sujets. J'ai cité d'autres exemples. J'ai parlé tout à l'heure du tabac, j'ai parlé des violences conjugales. Ça fait partie de l'ensemble de ces projets pour lesquels il y a vraiment des axes de prévention et de dépistage qui sont très pertinents et qui nécessitent d'être évalués de façon formelle parce que s'investir dans ces sujets quand on travaille dans un service d'urgence, ça ne fait pas toujours partie des priorités. Et donc, la première étape avant qu'on les intègre réellement dans les pratiques, c'est de pouvoir évaluer si ça en vaut la peine. Est-ce qu'il y a un réel bénéfice à s'insérer dans ces activités? Si oui, quel est ce bénéfice? Merci beaucoup. Il est 18h, donc on est pile poil dans les temps. Il est maintenant venu le temps pour moi de vous remercier tous les deux pour vos deux interventions et de remercier aussi par la même occasion les participants qui ont été fidèles pendant cette première saison des webinaires Impact Recherche. Les webinaires Impact Recherche prennent des vacances cet été et reviendront le 19 septembre pour deux nouvelles présentations des résultats d'études qui font la différence dans les services de soins, dans la prise en charge de nos patients. Donc, reste à moi vous dire à très bientôt et puis un très bel été. Merci beaucoup. Merci, vous aussi.